Et mon père, à vrai dire, au travers de sa carrière et de son parcours, en sortant de son école d'ingé, il n'a pas trouvé du travail comme il s'y attendait. Il n'a pas eu les portes qui lui ont été ouvertes comme il pouvait l'attendre, comme il le souhaitait. Et ça l'a emmené à entreprendre sur du fast-food, sur différents types de franchises, etc., différents types d'opportunités qu'il avait pu avoir. Ça a été, alors je dirais pas des échecs parce que c'est un peu fort, ça a été des difficultés tout au long de mon enfance, tout au long de sa carrière. Et j'ai vu mon père galérer, trimer pour son activité professionnelle, pour sa famille, pour nous. J'ai commencé à me renseigner très tôt sur les écoles, sur les parcours, sur comment ça fonctionnait, sur HEC, sur les SEC, sur le SCP, sur qui sont les personnes qui ont fait ça, sur quels sont les débouchés après. Il n'y a rien de plus simple. On va sur Google, il y a un outil incroyable qui est LinkedIn aujourd'hui, et tu tapes juste pharmacien, ESSEC, LinkedIn, et dans ton rapport Google, tu vas avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de profils. Tu les ouvres tous les uns après les autres, et tu regardes ce que les gens font maintenant. Tout le monde te demande un projet professionnel. La réalité là-dessus, à nouveau, ton projet pro, tu dois savoir le vendre et tu dois savoir l'incarner. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. J'ai présenté un projet pro à l'époque à mes responsables de filière. J'ai présenté peut-être un autre projet pro à l'ESSEC, peut-être encore un autre à l'ESCP, parce que je leur disais à chaque fois que j'avais besoin de leur master et seulement de leur master pour réussir mon projet pro. Qu'il soit vrai, qu'il soit faux, à la limite, tout le monde s'en fout. Ce qu'on te demande, c'est de savoir le vendre, de savoir l'incarner et que quand on te rencontre et que tu pitches ton projet pro, à la sortie, tout le monde doit se dire ce gars-là, c'est sûr, dans 10 ans, il a atteint son projet pro. Bienvenue sur Parcours Santé Podcast. Vous êtes étudiant en pharmacie industrielle, en médecine, en biologie ou même en école de commerce et vous visez une carrière dans le secteur de la santé, ce podcast est fait pour vous. Je suis Mohamed Bahadjem et avec mon collègue Vincent Béjou, nous mettons à profit notre réseau pour vous offrir des conversations exclusives avec des leaders et des experts de l'industrie pharmaceutique. Chaque épisode est une opportunité d'explorer les coulisses de ce secteur, d'en apprendre plus sur les métiers qui vous passionnent et de vous inspirer pour votre propre parcours professionnel. Si vous êtes prêt à découvrir ce que l'avenir de la santé vous réserve, vous êtes un bon endroit. Je suis Vincent Béjou, étudiant en pharmacie, et aujourd'hui, nous avons le privilège de plonger dans l'univers captivant de l'industrie pharmaceutique, avec un invité dont le parcours est à la fois inspirant et révélateur des possibilités qu'offre ce secteur. Pharmacien et diplômé de l'ESSEC, il a su rapidement progresser en combinant sciences et formation de haut niveau, tout en étant guidé par des motivations profondes. Alors aujourd'hui, nous explorerons avec lui les avantages, défis et aspects plus personnels de sa carrière dans l'industrie pharmaceutique. Alors accrochez-vous, car la conversation qui nous attend est à la fois stimulante et pleine de perspectives. Émile, bienvenue sur Parcours Santé Podcast. Tout d'abord, est-ce que ça va bien de ton côté ? Écoute, ça va très bien. Bonjour à toi, bonjour à tous. Ça va très très bien de mon côté. Je suis ravi d'être avec toi ce soir. Plaisir partagé, plaisir partagé. Alors, pour commencer, question que j'adore poser à nos invités. Alors, comment tu te décrirais à quelqu'un qui ne te connaît pas encore ? C'est une question complexe. À vrai dire, je suis quelqu'un de plutôt très optimiste, de très positif dans la vie. Je suis quelqu'un de plutôt fun, j'espère en tout cas, de proactif. Disons que je prends mon destin en main et d'épicurien aussi. Parce que j'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien faire la fête et je trouve que c'est important. Émile est donc un bon vivant, c'est plaisant à entendre. Exactement, c'est ça. Alors, de façon un peu plus globale, est-ce que tu pourrais nous décrire ton parcours scolaire, nous rappeler et nous dire quel type d'élève tu étais aussi ? Ouais, tout à fait. Écoute, j'ai été un élève plutôt flemmard pendant toute ma scolarité. J'ai pas du tout été l'élève studieux, etc. On me disait souvent que j'avais des facilités, mais que j'avais un poil dans la main. Peut-être que c'était le cas, j'avais des facilités. Je travaillais le strict minimum pour ne pas me faire engueuler, pour pouvoir valider les différentes années de ma scolarité. Et donc, j'ai fait mon lycée à deux endroits, à Saint-Pierre-Chanel, à Thionville, puis à Saint-Sigisbert, à Nancy. Et ensuite, j'ai fait la PACES, mes études de pharma. Que j'ai fait donc à Nancy, et ensuite j'ai fait un master spécialisé à l'ESSEC qui m'a ensuite lancé dans la vie professionnelle. Je fais de version très courte. Je vois ça. Et de ton côté, comment est-ce que tu as eu cet attrait ? Enfin, tu avais une carrière plutôt scientifique et tu avais un profil plutôt scientifique déjà au lycée ? Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais, j'avais plutôt un profil scientifique. J'avais toujours aussi travaillé pour me rapprocher de ce profil un peu scientifique, avec pour moi certaines matières qui étaient hyper importantes et importantes aussi pour mes parents. Donc maths, physique, SVT, etc. Le classique et du coup ouais, j'avais toujours un peu travaillé dans ce sens-là pour essayer d'aller vers des études en santé. C'est ce que initialement j'ai toujours eu en tête, ce que j'ai toujours eu envie de faire.
Je suis issu d'une famille libanaise, d'origine libanaise. On a toujours eu, entre guillemets, ces codes de l'ambition que peuvent avoir les Libanais de façon générale. Et donc, il est important dans une famille libanaise que les enfants, aient soit une carrière en tant que médecin, pharmacien, avocat, notaire, etc. Sinon, il y a une forme d'échec qui peut être considérée. Et donc, comme tout bon fils à ses parents et dans la mentalité, dans la culture que j'ai visé des études en santé pour plein de raisons qu'on pourra évidemment détailler au fil de ce podcast. Mais voilà, j'ai visé des études en santé et j'ai toujours eu une appétence particulière pour le business, pour le commerce. Et pour moi, in fine, aller en pharma et faire cette double compétence entre santé et business que j'ai pu avoir avec le pan de l'ESSEC. Écoute, c'est ce qui me permettait de répondre au maximum à mes envies. D'accord. Et de ton côté, j'ai envie de te dire, par le fait d'avoir cette pression un peu sociale, familiale, et aussi d'avoir un profil, comme tu l'as si bien énoncé, assez business, pour toi, c'était une évidence, la PACES, pharmacie? À vrai dire, ça l'a été pendant des années, jusqu'à quelques mois au moment de mon bac. À vrai dire, je vais revenir un petit peu en arrière, peut-être te parler un peu de ma famille et de qui je suis. Tu m'as posé la question de qui j'étais au début, j'ai peut-être pas répondu de façon assez complète. Donc bon, je suis issu d'une famille d'origine libanaise. J'ai deux grandes sœurs et j'ai mes parents, donc mon père qui est ingénieur agronome et ma mère qui a été assistante dentaire pendant une bonne partie de sa vie et qui ensuite s'est dédiée à nous élever, à mes sœurs et moi. Et mon père, à vrai dire, au travers de sa carrière et de son parcours, en sortant de son école d'ingé, il n'a pas trouvé du travail comme il s'y attendait. Il n'a pas eu les portes qui lui ont été ouvertes comme il pouvait l'attendre, comme il le souhaitait. Et ça l'a emmené à entreprendre sur du fast-food, sur différents types de franchises, etc., différents types d'opportunités qu'il avait pu avoir. Et ces opportunités-là ont été complexes, compliquées au fil des années. Ça a été, alors je dirais pas des échecs parce que c'est un peu fort, mais ça a été des difficultés tout au long de mon enfance, tout au long de sa carrière. Et j'ai vu mon père galérer, trimer pour son activité professionnelle, pour sa famille, pour nous. Et ça m'a renvoyé un modèle à la fois très business, une appétence pour le business très forte, mais la conscience aussi d'un risque particulièrement fort sur la dimension business. Qu'entreprendre, que se lancer sur une société, prendre la responsabilité de créer quelque chose, etc. Ça peut être une très belle histoire, aussi bien en réussite qu'en échec, entre guillemets. Dans les deux cas, ça peut être une belle histoire. Mais ça peut aussi, c'est lourd de responsabilité, ça peut entraîner aussi beaucoup de choses derrière. Quand il y a une famille, quand on a des enfants, etc., des déménagements, des bouleversements de vie pour soi et pour toute une famille, etc. C'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup d'engagement et d'investissement qui sont essentiels pour se lancer sur un projet professionnel, personnel qui nous tient à cœur. Et ça m'a forgé. Ça m'a forgé au fil des années. Ça m'a forgé et ça m'a appris, ou du moins ça m'a donné des perspectives de zéro risque. Où je me suis dit comment aujourd'hui je peux trouver moi en sortant d'études un travail qui va me permettre de gagner de l'argent, de vivre correctement ma vie et d'avoir zéro risque de perdre ce travail, d'avoir une forme de sécurité la plus totale possible. Ce qui m'a sauté aux yeux, entre guillemets, ça a été les formations médicales, et notamment probablement la médecine, et tous les métiers qui étaient plus libéraux. Parce que au final, tu es dans ton cabinet, tu as ta patientèle, tu gères ton emploi du temps comme tu veux, tu es très peu exposé à de l'humain, à du management, qui est en réalité, dans la plupart du temps, alors je vais le dire avec des mots qui sont peut-être pas les bons, mais un boulet que tu tractes quand tu t'investis dans un projet, dans un lancement d'une entreprise, d'une start-up ou de ce que tu veux. C'est très compliqué la partie humaine. Et finalement, dans le médical, tu peux être mis à l'abri de tout ça. Et donc, depuis petit,
Autant dans la vision de mes parents, c'était le cas. Le médical est quelque chose où tu es en sécurité, qui correspond en plus au code libanais du diplômé, etc. En plus, c'est plutôt prestigieux, c'est plutôt intéressant, etc. Bref, ça cochait un peu toutes les cases. Et donc, je me suis formaté là-dedans. Mes sœurs se sont aussi formatées là-dedans, puisque ma grande sœur, l'aînée, Chloé, est dentiste. Et mon autre sœur, Olivia, est pharmacienne aussi, pharmacienne biologiste, du coup. Quelle famille. Ouais, exactement, mais c'est un peu ça. Là où mes parents étaient pas tout à fait dans le médical, enfin ma mère si en tant qu'assistante dentaire, qui a vu aussi peut-être les dentistes avec qui elle a pu travailler se développer, etc. et vivre un confort que tout le monde n'a pas. Et voilà, et donc jusqu'à mon bac, je me suis dit c'est une évidence en fait. Je me suis jamais vraiment posé de questions. C'était les études en santé pour les raisons que je viens d'évoquer, point barre. Jusqu'au moment où, juste un peu avant mon bac, je me suis dit, mais merde, en fait, il y a d'autres choses qui existent. Il y a d'autres choses qui existent et j'ai creusé, bon, le droit, c'était pas pour moi, etc. Et puis j'ai vu qu'il y avait la partie commerce, les écoles de commerce qui me vendaient un peu du rêve, qui m'ont donné vraiment envie. Et puis, en fait, j'étais trop avancé dans le parcours et je me suis dit, de toute façon, maintenant, les dés sont jetés. L'année prochaine, je vais en PACES et c'est comme ça. Je vais tenter ma chance d'abord là-dessus et puis adviendra ce qu'il adviendra. Et donc, Mais j'ai tout en ayant refoulé, toujours dans ta tête, au fond de ta tête, l'idée d'accéder peut-être à une école de commerce plus tard, donc, ou un jour. Je sais pas si c'était plus tard. J'ai mis un peu de côté cette envie en me disant de toute façon il faut bien faire un choix. Je suis déjà très avancé dans le process sur la partie santé. Écoute, c'est une safe zone un peu pour moi. C'est quelque chose que je connais. J'ai vu mes deux sœurs faire la PACES. Pourquoi pas? Je vais me lancer. De toute façon, on verra bien ce que j'aurai et comment ça va se passer. Donc je me suis lancé. Et l'histoire commence un peu comme ça. Alors, je ne sais plus du tout quelle était ta question, mais... Tu as très bien répondu à ma question. Et donc là, on arrive au point de la PACES. Donc, t'arrives en PACES. Tu nous disais qu'au fil de tes années de collège et de lycée, tu te reposais assez sur des facilités. Est-ce que quand t'arrivais en PACES, est-ce qu'Émile avait toujours des facilités en PACES? Au début, oui. Au début, ça allait. Je me souviens que j'avais pris une prépa, je me souviens plus du nom, mais c'était une prépa où j'avais une pré-rentrée et j'avais voulu faire ça de façon très fastidieuse, très très propre, où j'avais pris tout le mois d'août en pré-rentrée. J'avais pas pris que les 2 semaines, non, parce que c'est en travaillant qu'on y arrive, etc. Et enfin, en tout cas, c'était ma vision, et donc j'ai investi tout le mois d'août à préparer un peu cette rentrée. Ça a été, au début, ça allait, etc. Et puis j'ai eu un peu la claque du premier quad, où je me souviens plus exactement de mon classement, mais c'était un classement qui me mettait un peu hors jeu pour médecine. Je sais plus dans les combien j'étais, pour être très honnête. Je crois que j'étais autour entre 550 et 650, quelque chose comme ça. Donc c'était pas un mauvais classement, mais au vu du temps investi pour moi, comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un de très bon vivant, épicurien. J'ai pas mal de potes, ouais, j'ai plein de potes. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais j'ai des amis, j'aime sortir, j'aime vivre, etc. Et pour moi, c'est la PACES, je l'ai vécu comme une forme de punition. C'était dur. Je savais que c'était une année entre guillemets pour moi où je me mettais dans cette bulle de travail. Je dis bien une année parce que moi, mes deux sœurs l'ont eu bisu. Elles ont eu ce qu'elles voulaient bisu, et donc pour moi, c'était pas concevable de faire carré. J'exagère, évidemment, à un moment donné, ça s'est présenté, mais du coup, entre guillemets, bon, au premier quad, ça a été un peu une claque en me disant, bon, j'aurai pas médecine, probablement pas médecine sur cette première année. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai continué à me battre en me disant, écoute, si je dois la faire carré, je le ferai carré. Et puis, peut-être qu'il y a d'autres options à envisager. L'option pharma, où je voyais ma sœur qui était en train de s'épanouir aussi en pharma, qui à ce moment-là commençait à faire un peu les choix de réflexion entre l'indus, l'internat, l'officine, etc. Qu'est-ce qu'elle avait envie de faire? Et en la questionnant, en discutant à la maison, parce que on est très famille et on partage beaucoup, j'ai découvert ce qu'était que la partie pharma-industrie. Et j'ai trouvé ça plutôt sexy. Je me suis dit qu'avant mon bac, j'ai eu à un moment donné l'appétence de me dire, et si je repartais vers des études un peu commerce, un peu business, tout ça, et si ça pouvait être une façon pour moi de rattacher les deux. Et donc ça a popé un peu à ce moment-là. Et donc j'ai continué dans ma lancée. J'ai pris pharma en option, alors je sais plus comment c'était exactement, mais au deuxième quad. J'ai travaillé les UE spécifiques de pharma. Et écoute, j'ai passé l'UE et ça s'est bien passé. Et j'ai eu pharma.
Et j'ai eu pharma à la fin de mon année. Et là, la question s'est posée dans la tête de mes parents libanais oui, mais c'est pharma, c'est pas médecine. On voulait un peu médecine pour lui, entre guillemets. Moi, j'y étais allé avec l'ambition de prendre médecine au début, etc. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et secrètement, un peu au fond de moi, j'ai été soulagé d'avoir pharma. Parce que je voyais cette porte avec le côté business et probablement un côté où je me suis dit, il y a des perspectives qui sont immenses sur ce pharma industrie, bien plus que peut-être être chef de son propre cabinet, à gérer ses patients, ses clients. Peut-être que pour moi, c'est pas ce que j'ambitionne. J'ambitionne peut-être d'être chef d'entreprise, d'une entreprise plus grosse qu'un cabinet médical. Et voilà, et du coup, c'est comme ça que je me suis décidé et que, avec assertivité, je me suis dit, allez, go, je vais en pharma. Donc tu t'es un peu inspiré également du parcours de ta sœur, qui est actuellement plutôt industriel, plutôt un parcours officinal ou hôpital? Non, du coup, elle a fait l'internat. Elle Ah a fait d'accord. l'internat, elle a eu biologiste, biologiste médical. On a des parcours aujourd'hui qui sont, même si on est pharma tous les deux, assez différents. On vit pas du tout les mêmes choses. Quoique, quoique, que ça soit en officine, que ça soit en laboratoire de biologie ou même dans un cabinet médical avec une assistante ou plusieurs assistantes, on vit tous du management, on vit tous de la gestion, on vit tous de la gestion de projet, on vit tous de la compta, on vit tous un peu ces sujets-là. Et, euh, et voilà, même si nos métiers aujourd'hui sont assez différents, on a des points communs assez forts. Et donc ensuite, bon bah let's go, tu as réussi le passage, tu es rentré en pharmacie, en deuxième année de pharmacie, post-PACES. Ouais. Ensuite vint donc le tronc commun, j'ai envie de dire, deuxième, troisième, quatrième année. Et à ce moment-là, en quatrième année, tu étais déjà sûr de partir sur de l'industrie ou t'hésitais peut-être à poursuivre vers un parcours similaire à celui de ta sœur ou peut-être un autre parcours encore, tel que l'officine? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. À vrai dire, je me souviens que je voyais ma sœur effectivement qui était en train de gravir les étapes et qui a eu le concours de l'internat avec biologiste. Donc pourquoi pas moi? Ça se pose, les questions se posent forcément. En fin de compte, et je me souviens d'une porte ouverte à la fac où je m'en souviens encore très clairement. J'étais avec mes potes sur le banc de l'amphi. Je me souviens de l'amphi et je me souviens qu'il y a deux étudiants d'HEC qui sont venus. Une fille qui s'appelle Aurélia. Aurélia, je crois que je l'ai sur LinkedIn encore aujourd'hui. Tu parlais au début dans ma présentation de réseau. On en reparlera un peu plus tard. Mais je me souviens de cette fille qui est venue et qui a présenté son parcours. Une fille qui avait fait pharma, une fille qui avait fait HEC après, et qui présentait son poste au marketing dans un gros laboratoire. Elle m'a vendu du rêve, elle et son collègue m'ont vendu du rêve. Et ce qui a été drôle, c'est ils m'ont pas vendu du rêve qu'à moi, ils ont vendu du rêve à toute la fac. C'était trop bien, c'était incroyable. Ils ont fait une presse qui était extrêmement minimaliste. Je me souviens que c'était pas une presse chargée, t'avais sur la slide une photo, un carré, et c'était hyper interactif, ils nous questionnaient, ils échangeaient avec nous, ils ont vendu leur école avec brio, ils ont vendu leur parcours, et en fait, à la fin de leur présentation, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'être comme ces gens-là. J'ai envie de faire ce qu'ils font, j'ai envie de leur ressembler, ils sont inspirants. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est sûr que j'ai envie de me lancer sur quelque chose de similaire. Et donc, je l'ai gardé en tête. J'ai avancé avec cette idée-là. Et puis, effectivement, arrive la quatrième année où j'ai commencé à me questionner, comme n'importe qui. Parce qu'il faut se questionner. Alors non, c'est pas tout à fait vrai. Je vais rétro-pédaler un tout petit peu, pardon. Donc, il y a eu effectivement ce moment où je me suis dit, ok, c'est ce que je veux faire. Et j'ai commencé à me renseigner très tôt. À me renseigner très très tôt sur les écoles, sur les parcours, sur comment ça fonctionnait, sur HEC, sur l'ESSEC, sur le SCP, sur qui sont les personnes qui ont fait ça, sur quels sont les débouchés après. C'est assez simple à faire. Souvent, on a l'impression que c'est à portée de... c'est pas à portée, que c'est compliqué de voir sur quoi ça débouche, etc. Il n'y a rien de plus simple. On va sur Google. Il y a un outil incroyable qui est LinkedIn aujourd'hui. Et tu tapes juste pharmacien, ESSEC, LinkedIn. Et dans ton rapport Google, tu vas avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de profils. Tu les ouvres tous les uns après les autres. Et tu regardes ce que les gens font maintenant. Et tu prends des gens avec des âges très différents. Et tu vois un peu comment ça se projette. Et est-ce que simplement
c'est pas que ça, mais simplement, est-ce que quand tu regardes leur intitulé de poste, tu te dis, ça a l'air stylé ce qu'ils font, j'ai envie d'y être. Ça me donne envie. Est-ce que c'est juste ça? En réalité, tu peux pas, depuis le banc de ta fac, savoir ce que fait qu'un chef de produit marketing, savoir ce que c'est qu'un chef de gamme, un directeur de portfolio, un directeur stratégique, un directeur des ventes. On n'en sait rien. On n'en sait rien. À la fac, on ne nous sensibilise même pas à ce que c'est qu'une entreprise et comment elle fonctionne. Donc, comment est-ce que tu veux être sûr de savoir ce vers quoi tu vas te diriger? Il faut chercher. Il faut chercher. Je te disais que j'étais quelqu'un de proactif. J'ai cherché. J'ai essayé de regarder d'abord sur les profils LinkedIn. Et puis, je me suis dit, je vais aller voir aussi les écoles elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles prônent? Qu'est-ce qu'elles proposent? Et donc, j'ai fait les portes ouvertes des écoles. Je l'ai fait peut-être en 3e année. Je suis allé à HEC. Je suis allé à l'ESSEC. J'ai fait les portes ouvertes. J'ai rencontré des gens. J'ai essayé de voir quels étaient les programmes qui étaient ouverts, même si c'était bien en avance. Simplement pour moi, pour mener une réflexion et voir ce vers quoi je voulais me diriger. J'ai rencontré quelqu'un aux portes ouvertes d'HEC qui m'a marqué. Il y a eu quelques personnes quand même qui m'ont marqué au cours de mon parcours. Aurélia, c'était probablement une des premières. Et la deuxième personne, c'était une fois de plus quelqu'un de chez HEC qui s'appelle Thibaut Ali. C'est un garçon qui a fait pharma à Strasbourg et qui était à ce moment-là à HEC, qui faisait le MS entrepreneur. Et on a commencé à discuter, parce qu'il s'avère que Thibaut est d'origine libanaise aussi. Et on a commencé à discuter, simplement à sympathiser. Le fait qu'on soit libanais n'a joué en rien. J'ai découvert qu'il était libanais après qu'on se soit introduit, évidemment. Mais c'est pas parce que je suis libanais que ça peut aider, non, c'est pas le cas. Mais on a commencé à discuter, et puis j'ai commencé à découvrir un peu son parcours, ce qu'il avait fait, et surtout qu'est-ce qu'il avait fait pour être accepté à HEC. Parce que pour moi, une fois que j'avais intégré Pharma, après ça allait, il y avait les way, il y avait les examens, ça se passait, globalement, tu bossais, tu révisais des examens, etc., tu les validais au fur et à mesure, ça allait, ça se gérait. Mais moi, ce que je voulais, c'était préparer mon dossier pour HEC, pour les SEC, parce que ça, je refusais de le rater. Ça, c'était quelque chose que je m'étais imposé, que je voulais absolument avoir. J'ai fait Pharma in fine dans une certaine mesure pour ça, et ça, j'avais pas le droit de le rater. Et donc, j'ai voulu me préparer. Et donc, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui a fait que ce mec ait été pris à chez HEC. Qu'est-ce qu'il avait de plus que n'importe qui? Quels sont les critères d'admission à HEC? Et qu'est-ce qui fait qu'on peut être pris là-bas? Et donc, j'ai discuté un peu avec lui, et j'ai découvert que ce gars-là avait lancé, pour la première partie, ce qu'il appelait une junior entreprise à Strasbourg. Et donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une junior entreprise, etc. Et il me disait que ça avait vraiment fait mouche, et que dans les entretiens à HEC, les mecs avaient adoré ça, qu'ils parlaient que de ça pendant les entretiens, et que ça lui a permis d'intégrer HEC. Et donc, en discutant avec lui, il m'explique qu'en fait, c'est une entreprise, c'est une association qui devient une entreprise avec différents critères, et que cette entreprise a pour but de faire de l'argent. C'est pas une association à but non lucratif, hein. L'idée c'est de faire de l'argent avec cette entreprise, et que c'est en gros un cabinet de conseil que tu crées dans ta fac ou à l'endroit où tu es, et que tu proposes en fait les services des étudiants. Tout ce qu'un étudiant est en mesure de faire, tu peux le proposer et le facturer. C'est un peu ça l'idée. Avec plein de critères, plein d'éléments qui gravitent autour de tout ça, plein de difficultés, de complexité forcément. Mais c'est une entreprise que tu fais héberger dans ton école, dans ta fac, et qui propose des services aux privés, aux industriels, tous les clients potentiels que tu peux avoir. Et c'est les étudiants de la fac qui font la mission, et ils sont rémunérés pour ça. Et la junior entreprise prend effectivement une petite partie de marge. Et je me suis dit, business model plutôt intéressant, ça a l'air plutôt sympa. Et si moi je le faisais dans ma fac. Et donc j'ai commencé à creuser un peu sur ce truc-là. L'idée initiale, c'était de booster mon dossier pour être accepté ensuite à l'ESSEC ou à HEC ou dans une autre école. L'idée initiale, c'était ça. Et donc je me suis dit, ça peut être super intéressant. Comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux le mettre en place? J'ai découvert que des juniors entreprises, il y en avait plein. Qu'il y avait un réseau qui était immense, le réseau des juniors entreprises. C'est les CNJE, le Collège national des juniors entreprises, et que en fait ça existe énormément dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, où en fait les étudiants, par exemple dans une école d'ingé en informatique, l'AJE, la junior entreprise, va proposer à des clients la création de sites internet, de logiciels, d'applications, de choses comme ça,
à moindre coût, parce que c'est une entreprise avec un format fiscal assez particulier, et les étudiants sont payés pour faire cette mission. Mais il faut le faire avec la rigueur d'un cabinet de conseil, entre guillemets, et d'un format semi-professionnel. Parce que c'est extrêmement rare en santé, non de... En tout cas, moi, actuellement, à la fac, j'en connais pas, tu vois. À vrai dire, Thibaut avait démarré, en fait, les prémices de la première junior entreprise pharmaceutique de France, qui était à Strasbourg, qui, je crois, existe toujours, qui s'appelle MedAdvice. Et un peu sur le même modèle, je me suis dit, je vais faire pareil, et je vais lancer ma junior entreprise à Nancy. Ce que j'ai fait. Et donc la JE a été créée, elle s'appelait Lorcaire Pharma à l'époque. Et l'idée donc ça a été de créer cette entreprise dans la fac et de faire ça, de créer ce cabinet de conseil et de vendre les missions du coup aux industriels qui avaient autour de la fac, à tous les officines qui pouvaient avoir des sujets sur lesquels on pouvait leur tirer effectivement un peu de fonds financiers et faire profiter les étudiants et surtout avoir une jolie ligne sur le CV. Et donc, j'ai réalisé que c'était compliqué de faire ça. C'était compliqué parce que c'est pas juste tu lances une association et tu la transformes en junior entreprise. C'est pas juste ça, c'est du suivi de comptabilité, c'est d'une certaine façon du management avec une équipe à créer, c'est de la communication, c'est du marketing, c'est se faire connaître, c'est avoir un équivalent de directeur des ventes parce qu'il faut, avant de réaliser des missions, proposer nos services à toutes les personnes, tous les clients potentiels. Et donc, ça a été toute une épreuve. Et je vais pas tout développer parce que ça a été long, mais j'ai profité en fait de ce passage-là pour faire un stage à l'incubateur Lorrain que vous avez à Brabois, un stage gratuit où je suis allé me présenter, j'ai tapé à la porte et je leur ai dit j'essaye moi aujourd'hui de lancer une petite entreprise de mon côté. J'aimerais voir comment aujourd'hui un start-upper fait pour démarrer une activité. Je suis dans la santé, je comprends un peu le monde médical et le monde de la santé. Est-ce que moi, d'une façon ou d'une autre, je peux rester pendant 2 mois avec vous pendant les vacances d'été Je demande pas de rémunération. Je veux juste essayer de bosser avec vous, voir comment vous faites. Ils ont accepté, à ma grande surprise. Ça a été compliqué de les faire accepter, mais ils ont accepté. Et pendant 2 mois, du coup, j'ai bossé avec eux. J'ai porté des projets avec des personnes du milieu scientifique qui avaient développé des idées, qui cherchaient à les monétiser, à lancer leur start-up, etc. Et j'ai appris sur comment tu réfléchis, comment tu mets un business model, comment tu commences par poser tes premières réflexions autour d'une entreprise, comment est-ce que tu gères une entreprise, comment est-ce que tu démarres pour monétiser une activité. Ça peut paraître simple, mais ça l'est pas. Et comment tu fais pour faire tout ça. Et donc j'ai un peu appris, et de retour à la fac, je me suis dit ok, j'avais des potes qui me soutenaient, on s'est mis à 3-4, et on a fondé Lorcaire Pharma. On a démarré, on a eu un bureau avec une dizaine de personnes, on a eu des locaux dans la fac, et voilà, et on a commencé par réfléchir sur comment se rendre attractif, comment on monétise notre activité, qu'est-ce qu'on propose aux industriels et aux différentes personnes, et on l'a fait. On s'est lancé, on est allé taper aux portes des officines, je t'en prie. C'était dur ou pas d'avoir des gens autour de toi qui adoptent la même vision que toi? T'as eu du mal à leur faire adopter cette vision, ou t'as toujours eu cette facilité, j'ai envie de dire, à convaincre? C'est quelque chose qui est inné chez toi? Convaincre les gens? Alors c'est gentil, c'est flatteur. Je sais pas si c'est quelque chose d'inné. Je pense que quand tu crois dans quelque chose et que tu le dis avec suffisamment d'assertivité, il y aura toujours des gens qui sont là pour te croire. Il y a toujours des gens qui ont envie de suivre des mouvements. Il y a toujours des gens qui ont besoin de traiter aussi leur propre intérêt. Qu'est-ce qui gagnait à me suivre? Aucune personne ou très peu de personnes qui voulaient se lancer en officine ou en internat m'ont suivi. Les personnes qui m'ont suivi, c'était des personnes qui voulaient se lancer en industrie, qui ont vu un intérêt aussi pour leur CV. Et moi, je l'ai vendu aussi comme ça. Parce que je savais que c'est ce qui pourrait plutôt faire mouche. Et ça a fonctionné. Et après, l'idée, c'était pas simplement de les faire rentrer dans cette JE pour les faire rentrer dans cette JE. Non seulement ils avaient une ligne au CV, en plus, si ça fonctionnait, ils avaient la promesse, entre guillemets, de toucher de l'argent, parce que c'était le cas. L'idée, c'était de créer une entreprise. Et puis c'est quand même quelque chose d'assez unique et qui les différenciait par rapport aux autres. Et j'ai pas eu finalement trop de mal à rameuter du monde pour les intégrer au bureau. Là où c'est plus difficile, c'est de les maintenir motivés tout au long de l'année.
les gens sont en stage de travail, il y a des examens, il y a ci, il y a ça. Sauf que quand tu factures une mission, par exemple, à une officine, où l'officine s'est lancée il n'y a pas très longtemps, c'est une vraie mission que je te partage. L'officine s'est lancée il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a eu un repreneur qui était assez récent, et il voulait se positionner par rapport aux autres officines dans les environs. Donc c'était une étude dite de benchmark, c'est ça le terme, où l'idée c'était de se comparer par rapport aux autres d'un point de vue prix. Donc l'idée ça a été de sélectionner un étudiant de la fac qui a eu envie, qui a eu la volonté et qui a signé entre guillemets un engagement pour aller dans les autres pharmacies, regarder sur certaines gammes de produits à quel prix les autres étaient positionnés. Ça pouvait être par prendre des photos, on lui a fourni un appareil photo cravate qu'il avait caché, il prenait en photo effectivement les tarifs. Il a fait le client mystère. On avait informé la pharmacie sur certaines choses. La pharmacie voulait être, entre guillemets, évoluée sur différents sujets d'intérêt pour eux. Et donc, on a effectivement envoyé notre étudiant avec des ordonnances, avec des choses comme ça, etc., pour qu'il joue le client mystère. Tout était enregistré. On l'a aussi envoyé dans la rue pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient de la pharma. On l'a fait chronométrer des patients qui faisaient la queue à la pharmacie, aussi bien dans la pharma en question que dans les autres pharmas. Et donc tout ça a fait un rapport in fine qu'on a facturé, alors je sais plus, quelques milliers d'euros à l'officine. Et l'étudiant en question a touché de l'argent. Alors je me souviens plus ce que c'était, mais c'était loin d'être dérisoire. C'était entre 600 et 1500 euros peut-être. Mais ça reste quand même intéressant sur un format fiscal très allégé. Donc le brut était quasiment équivalent au net. Et nous, nos tarifs, comme on avait un format fiscal très allégé, on coûtait beaucoup moins cher que toutes les autres entreprises pour faire ce genre de mission. Donc c'était plutôt intéressant. Et on en a eu quelques-unes comme ça. Carrément, c'est fou. Et de ton côté, tu t'es un peu inspiré de ton ami qui était à Strasbourg pour tout ce qui est protocole, j'ai envie de te dire, ou t'as essayé un peu d'innover et d'ajouter ta touche d'Émile? Tu ajoutes forcément ta patte, ta touche. T'as toujours un peu ta vision sur comment se présenter. À vrai dire, ça commence par là. Qu'est-ce que tu pitches à tes clients? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu viens pourquoi? Tu obtiens un rendez-vous avec le directeur général d'une industrie à Brabois, une industrie pharma, tu vas lui dire quoi? Eh ben, c'est une vraie question. Et si moi j'y vais, très bien, je sais ce que je vais lui dire, mais si mon collègue y va, qu'est-ce que lui, il va lui dire? Il faut qu'on ait tous un discours extrêmement homogène. Donc tu commences par rédiger ce qu'on appelle un pitch qui permet de vendre tes services, etc., etc. Et donc on s'harmonise et on s'inspire de ce que font les autres. Et ça a très vite ses limites parce qu'en pharma, à part la JE de MedAdvice de Strasbourg, il n'y en avait pas d'autres. Donc à un moment donné, il faut créer aussi sa propre patte. Et puis au travers des refus, des inspirations que tu peux avoir, des recherches que tu fais, tu te nourris. Je me suis nourri aussi beaucoup des gens qui étaient avec moi. Tout le monde a de bonnes idées, tout le monde, quand on se pose autour d'une table, il y a toujours des effusions qui se font, c'est toujours hyper intéressant. Et c'est comme ça que tu commences à construire. Donc tout part de là. Et puis au final, c'est pas non plus, c'est loin d'être une dictature. Il y en a un souvent qui porte l'idée, qui pousse l'idée. C'est pas forcément après celui qui a les meilleures idées. Ok, il l'a lancé, etc. Mais il faut continuer à se nourrir des autres, à apprendre des autres, et tous ensemble, on est toujours plus fort. Et voilà. Et donc tous ensemble, on a créé des offres, on a réfléchi, on a développé tout ça. Et l'idée, à vrai dire, de cette junior entreprise, ça a été au fur et à mesure du temps de la faire grossir, d'intégrer le pôle dentaire, le pôle médecine dedans, de lui donner une amplitude bien plus importante, avoir quelque chose c'était ma vision en tout cas à l'époque, d'avoir donc quelque chose de cross fac, avoir une sorte de JE pôle santé. Malheureusement, avec le déménagement de la fac du centre-ville vers Brabois, on a perdu nos locaux. On avait aussi des subventions qui étaient données dans une moindre mesure par la fac pour démarrer, etc. On a perdu ces subventions. Les passations se sont faites de plus en plus avec difficulté et ça s'est essoufflé. Et au bout d'un certain temps, j'ai préféré liquider tout ça parce que c'était plus un boulet qu'on traînait avec des paiements à l'URSSAF, etc., etc., et tous les éléments fiscaux qui pouvaient suivre, là où il n'y avait plus d'activité. Donc ça s'est liquidé. Mais ça a fonctionné. Tant que quelqu'un portait effectivement la JE, ça a fonctionné. On a eu des missions, on a eu des projets, on a eu des success stories. On a eu aussi des difficultés sur des projets où à un moment donné, il a fallu mettre les mains dans le cambouis et se dire ok, on n'y arrive pas, on est en train de facturer quelque chose à un client. On ne peut pas se permettre de ne pas lui fournir quelque chose. Donc on s'y met tous et on ne laisse pas l'étudiant entre guillemets dans la galère, etc. Et donc ça a été des belles aventures.
Et cette Et donc, aventure s'est donc terminée sur ton arrivée à l'ESSEC, enfin à ton passage, tu sais, tu me parlais du Taj Mahal, je pense, et également du TOEIC. Cette aventure s'est terminée à quel moment? je l'ai liquidé quand je suis arrivé à l'ESSEC. Je l'ai D'accord. arrêté avant, j'ai fait une passation avant. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait une passation, mais je restais entre guillemets en tant que pseudo-consultant, où je gardais toujours un regard sur les yeux. Mais oui, à partir d'un certain moment, j'ai commencé à travailler vraiment sur la partie TOEIC Taj Mahal, t'as raison, pour préparer le dossier, parce que la JE, c'était un peu un côté, une sorte d'élément brillant sur mon CV que je voulais mettre en avant pour mon dossier. Mais les prérequis, c'était TOEIC Taj Mahal. TOEIC et Taj Mahal, c'est pas dur. Il faut les bachoter. C'est chiant. C'est comme tout, mais le TOEIC, même quelqu'un qui ne sait pas parler anglais peut avoir 990, 999, je ne sais plus c'est quoi le score max. Ça se travaille, c'est toujours les mêmes mots de vocabulaire. Il faut à un moment donné se dire, ok, si c'est vraiment ce que je veux, j'y vais. Je me mets sur YouTube, je prends tous les TOEIC blancs, je les fais. Pareil pour le Taj Mahal, il y a des petites astuces pour le Taj. Il faut prendre la Bible du Taj Mahal, il faut la bachoter, c'est un gros bouquin, c'est chiant, mais il faut le faire. Il faut le faire, il faut voir quel est le score attendu minimum, et il faut surtout bien se renseigner, parce que le Taj, le piège du Taj, encore assez récemment, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais tu n'as le droit de le passer que 2 fois dans l'année, une fois entre janvier et juillet, et une fois entre août et décembre. Et donc, la difficulté, c'est que si en septembre, tu le passes et que tu as un mauvais score, tu es censé attendre janvier pour le repasser. Moi, le conseil que je peux donner à tous, c'est dès que vous envisagez de passer le Taj, inscrivez-vous à 2 sessions. Une session en juillet, une session en août, et une session, et enfin, soit cette option-là, soit l'option de une session en décembre, une session en janvier. Comme ça, si à votre première session, vous avez un mauvais score, vous pouvez tout de suite le repasser quasiment un mois après. J'allais dire, la dynamique s'arrête pas. Parce que si vous le passez en septembre et que vous avez un mauvais score et que vous devez le repasser en janvier, c'est déjà suffisamment un enfer à bachoter. Alors s'il faut attendre 6 mois pour s'y remettre, non seulement vous oubliez tout, mais en plus c'est super chiant à faire. Donc passez-le 2 fois de suite, en enchaînant comme ça, quitte à s'inscrire 2 fois, c'est pas grave. Ça vous coûte quoi, 60 € l'inscription? On est prêt à investir près de 20 000 € dans une école de commerce. Parce que oui, il y a un coût aussi, mais on n'est plus à ça près. Donc si c'est juste une question de 60 balles pour le Taj, c'est pas grave, faites-le. Inscrivez-vous à des sessions partout en France. Si c'est 2 sessions à Paris, si c'est une session Nancy-Paris, si c'est une Nancy-Strasbourg, faites-le, vous n'êtes plus à ça près. Donnez-vous les moyens d'arriver à ce que vous voulez obtenir. Et donc je me souviens d'une discussion avec la personne d'HEC, une discussion avec le responsable des masters spécialisés d'HEC. Le gars m'avait dit avec beaucoup de prétention, donc le Taj, les scores vont jusqu'à 600, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est un score négatif, donc on peut avoir de moins 300 à plus 600, en gros c'est un peu ça. Généralement les scores qui sont attendus, c'est de l'ordre de 300. 300 c'est déjà un bon score. Et je me souviens que donc, j'avais parlé avec le responsable des masters d'HEC, et il m'avait dit, nous, dans nos masters, on exige à minima 450 ou 480 au Taj et 950 au TOEIC. Soit dit en passant que c'est pas impossible, mais c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur, surtout pour des profils comme les nôtres, qui, en pharma, on n'est pas entraîné à... on n'est pas comme dans des écoles d'ingé, régulièrement exposé à des problèmes, à des réflexions logiques, à des réflexions de calcul mental, de choses comme ça, etc. On a abandonné, nous, les cours de français, de commentaires de texte, de toutes ces choses-là au lycée, et tant mieux. En ingé, ils les travaillent encore, et dans le Taj, il y a des sujets comme cela. Et on est moins aguerri qu'eux pour ça. Et donc, à 480, il faut le chercher. Il faut vraiment y aller, et c'est complexe. Et il m'avait dit ça un peu sur un ton de si vous l'avez pas, entre nous, moi, j'en ai rien à foutre, parce que des candidats qui auront ces scores-là et qui ambitionnent de rentrer à HEC, nous, on les aura. Donc, si ça vous plaît pas, barrez-vous. Et je m'étais dit, en fait, ce gars chez HEC, il renvoie une mentalité qui m'a pas plu du tout, qui est propre à... C'est très personnel, hein, mais je me souviens que j'avais pas forcément accroché avec toutes les personnes de HEC, alors que j'avais eu les 2 personnes, Thibaut et Aurélia à l'époque, qui m'avaient vraiment marqué, et j'avais moins fité avec ces personnes d'HEC. Au contraire, quand je suis allé au porte ouverte de l'ESSEC, j'ai eu un très bon feeling, où il m'avait dit que le Taj, effectivement, c'était quelque chose qui était requis, qui n'était pas bloquant. Alors dans les dossiers, etc., si on a un score autour des 280 et quelques, ça suffit, entre guillemets, pour
pour valider ce point-là, que tout est compensable, même l'anglais. Moi, j'ai un ami qui a fait l'ESSEC avec moi, qui a eu un score au TOEIC qui était complètement pourri, qui parle pas bien anglais, alors que tous les cours dans le master qu'on a choisi étaient 100% anglais, 100% international. On avait je sais pas combien de nationalités dans le master et il parlait pas bien anglais, mais il parlait russe. Donc ça a permis de compenser. Alors je dis pas qu'il faut parler russe effectivement pour compenser, mais il y a toujours des choses qu'on peut faire qui nous permettent de compenser. Que ce soit du sport, que ce soit des hobbies, que ce soit des choses dans lesquelles on a pu s'épanouir, dans lesquelles on a pu persévérer, montrer une forme de résilience, etc. Il y a toujours des choses hyper pertinentes qu'on peut mettre en avant, qu'il faut savoir mettre en avant. Ça commence par là aussi, le commerce et le business. Dans un CV, on ne fait que nous se vendre nous-mêmes et c'est nous le produit. En gros, c'est rien de plus que ça. Donc ça commence par là. Donc le TAGE, c'est chiant, c'est fastidieux, mais il faut s'y coller. Il faut bien l'anticiper, et le TOEIC aussi. Et le TOEIC, j'ai eu un plutôt bon score. J'avais fait, moi, à ma demande aussi, 2 mois à Manchester pour apprendre l'anglais. Je l'avais fait tôt dans mon parcours pharma. C'était un stage un peu hors cursus comme ça que j'avais eu envie de faire. Parce qu'une fois de plus, j'ambitionnais d'aller dans ces écoles de commerce. Je savais que l'anglais était hyper important. Et donc, j'y suis allé pour l'ouverture d'esprit, pour découvrir une autre culture, pour apprendre l'anglais. Ça a été hyper utile. Et puis surtout, ça m'a permis à la fac d'enlever les cours d'anglais sur ma dernière année d'Indus parce que j'avais déjà validé mon score de TOEIC avec un score au-dessus de 900. Donc t'avais déjà au-dessus de 900 en TOEIC avant la 5e année de pharmacie, donc. T'as passé ton TOEIC avant cette 5e année ? Exactement. Je l'ai passé juste avant la 5e, je l'ai passé en fin de 4e année, pendant l'été entre la 4e et la 5e. Et j'ai eu, je sais plus combien j'ai eu, peut-être 950 ou 970, quelque chose comme ça. Mais honnêtement, c'est pas un score incroyable. C'est pas un score incroyable. Ça se bachote. Vraiment, ça se bachote, je t'assure. Sur la partie grammaire, etc., la partie écoute, il faut avoir la totalité des points. C'est super simple. À nouveau, c'est un peu d'argent à droite, à gauche, etc., mais payer 50 € ou 30 € pour aller chez Wall Street English, pour passer le TOEIC dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec un casque, avec un écran d'ordi qui fonctionne et un audio qui fonctionne, etc., c'est pas du luxe. Quand on te demande d'écouter parfaitement des gens parler une autre langue que la tienne, c'est pas du luxe. Donc je sais que les facs parfois proposent d'aller, etc. C'est moins adapté. N'hésitez pas à payer peut-être 30 € pour aller juste dans un Wall Street English, même si c'est 60, pour aller dans un Wall Street English et passer un TOEIC directement dans des bonnes conditions. Tu le passes une fois, tu le bachotes un peu en avance, mais tu le passes une fois et tu le valides et on en parle. Et à vrai dire, ça te soulage aussi d'un poids. C'est ce que j'ai fait. Merci pour cette valeur. Hein. J'avais pas ces petites astuces, tu vois. Je me suis un peu renseigné aussi pour le TOEIC parce qu'en 5e année, on le passe en fin de 5e année. Mais ces petites astuces, ces tips, on nous les présente pas, on nous les partage pas forcément. Donc c'est plaisant pour les gens qui veulent préparer des concours. Je suis là pour ça aussi, donc je suis ravi que ça te soit utile. J'espère que ça sera utile à l'audience aussi. Et de ton côté, pour finir un peu cette présentation toujours assez scolaire, après avoir passé ton TAGE MAGE, avoir eu un bon score, ton TAGE MAGE, mais également avoir eu un bon score au TOEIC, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, entre-temps, effectivement, j'ai douté sur internat, pas internat, etc. Je me suis quand même posé les questions, pas très longtemps. Je me suis dit, allez, c'est sûr, je le valide, je vais effectivement en école de commerce parce que c'est ce que je veux faire. Il s'est passé la question du master. Quel master je vais choisir ? Est-ce que je vais dans un programme grande école ? Est-ce que je prends un programme master spécialisé, etc. Qu'est-ce que je fais ? Parce que tout donne envie, tout a l'air bien, parce que l'ESSEC, sa renommée, elle est peut-être plus, même HEC, leur renommée, elles sont plus sur les programmes grande école que les masters spécialisés, qu'est-ce que je fais ? Et à ce moment-là, tout le monde me parle de projet professionnel, qu'il faut savoir ce que tu veux faire, qu'il faut évidemment le mettre bien en avant auprès des responsables de filière, que c'est essentiel, qu'il faut réfléchir à ce projet pro, etc. Et moi, j'étais dans une dimension de me dire, bon, je sais que je veux faire du business, mais de là à dire que j'ai un vrai projet pro, etc., c'est quand même compliqué. Et on me l'a dit aussi bien sur la fac que dans les écoles de commerce où j'ambitionnais de rentrer. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai hésité entre les deux, entre le programme grande école et les masters spécialisés. Et donc, je suis allé dans les portes ouvertes. J'ai essayé de comprendre sur quoi déboucher l'un et l'autre. Ce que j'ai retenu surtout, c'est que le programme grande école, l'avantage, c'est que c'est un programme que tu peux faire en alternance, donc t'engages pas forcément de frais, en tout cas dans les écoles HEC, ESSEC et le SCP. T'engages pas forcément de frais, et ça c'est quand même non négligeable. Par contre, c'est des formats que tu fais en 2 voire 3 ans. Et ça c'est à considérer, parce que au bout d'un moment, ça commence aussi à faire. Ce que j'ai appris aussi, donc les masters spécialisés, c'était un coût autour des 20 000 €.
que c'était relativement court aussi, c'est à peu près 1 an de cours, un peu moins, et que ça se termine généralement par un placement dans une entreprise sous forme d'un stage, voire d'un CDI ou d'un CDD. Donc intéressant, mais c'est surtout ce que j'ai découvert, c'est que sur un programme grande école, les débouchés, pour un pharma, le programme grande école, il y a 2 intérêts principaux. Le premier, c'est si tu veux te réorienter. Et si tu te dis que, bon, finalement, la pharma, c'est sympa, mais que c'est pas forcément ce qui te botte le plus, que tu as envie, pourquoi pas, de bosser dans d'autres industries, de la chimie, peut-être du cosmétique, ou complètement autre chose, de l'aviation, de l'automobile, tu peux faire un programme grande école. Ou, si tu veux, rentrer dans des entreprises très spécifiques. J'ai découvert différents milieux, qui nous sont accessibles en tant que pharmaciens. On nous en parle très peu, mais ça nous est accessible. Tous les milieux du conseil, qui étaient assez calqués sur le format de ma junior entreprise. Le conseil, c'est quoi en 2 mots? C'est une entreprise qui est missionnée par une autre entreprise pour l'accompagner sur une thématique. Donc c'est Sanofi qui va payer un cabinet, et le cabinet va apporter une expertise sur du marketing, sur de la vente, sur de la finance, sur de la stratégie, sur plein de choses différentes. C'est Novartis qui va payer la même entreprise mais pour une thématique différente, etc. C'est ça du conseil. Donc on travaille pour un cabinet. Dans mon parcours, j'en ai fait. J'ai travaillé chez IQVIA, j'ai travaillé chez Alcimed aussi, qui sont des cabinets de conseil où en fait Sanofi, Novartis, Amgen, Pfizer, tous ces laboratoires, donc c'est des cabinets spécialisés en pharma là pour le coup, vont demander à Alcimed, à IQVIA de l'aide sur une thématique. Et moyennant un paiement financier, bien évidemment, conséquent, assez souvent. Et donc, ces cabinets vont accompagner le laboratoire sur la thématique en question. C'est des missions qui peuvent durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois même plus que ça. Ça peut être sur des thématiques très intéressantes, parfois moins, qui nécessitent beaucoup de déploiements techniques et humains, parfois peu. Il y a de tout. Et il y a plein de cabinets qui existent sur plein de thématiques différentes. Il y a des cabinets experts en stratégie, des cabinets experts en marketing, des cabinets experts en vente, des cabinets experts en data, des cabinets experts en accès au marché, en plein de choses qui existent. En tout ce qui existe. Tout ce qu'une entreprise pourrait faire. Et donc, j'ai découvert ça, les cabinets de conseil. J'ai découvert aussi le monde de la fusion-acquisition, qu'on appelle en anglais la M&A, pour Merger and Acquisition. J'ai découvert aussi le monde de la banque d'investissement, avec les fonds d'investissement, pour travailler avec des startups en santé. J'ai découvert aussi plein d'horizons différents qui nous sont accessibles en tant que pharmacien, qu'on ne connaît pas du tout. Et dans ces domaines-là, il y a des entreprises qui sont très réputées, qui sont très connues, qui sont des entreprises de renom international pour toute personne qui ambitionne de faire du business. Typiquement, des BCG, Boston Consulting Group, ou le McKinsey, dont on a entendu parler assez récemment pour plein d'enjeux politiques, etc., ou les Bain & Company, tous ces groupes-là, et il y en a plein d'autres, ce sont des groupes qui sont extrêmement durs d'accès, qui ne recrutent que dans de très grandes écoles, parfois que à HEC, parfois que à HEC et l'ESSEC, parfois que à HEC, ESSEC et le SCP, parfois au-delà, hein, ça dépend. C'est des process de recrutement qui sont extrêmement longs, extrêmement complets et compliqués. Et donc, effectivement, si on ambitionne de rentrer dans ces entreprises-là, le programme Grande École est judicieux. Il est vraiment judicieux. Sinon, pour moi, l'intérêt était relativement limité. Et donc, ça a été un premier élément qui m'a fait me dire que je ne voulais pas aller vers le programme Grande École. Pour autant, j'ai candidaté aux 2, au SMIB, donc le master spécialisé de l'ESSEC, au programme Grande École de l'ESSEC aussi. J'ai candidaté aussi à HEC, j'ai candidaté aussi à l'ESCP. Tu te doutes bien que les résultats se font dans un ordre qui n'est pas arrangeant pour les étudiants. Et c'est un ordre qui est inverse au classement national. Donc c'est le SCP qui te rend son verdict en premier et qui te demande de payer des arts si tu veux valider ton inscription. Donc tu es obligé d'accepter ou de refuser. Ensuite, tu as la réponse de l'ESSEC. Et ensuite, tu as la réponse d'HEC. Et t'avais été pris déjà à l'ESCP ou pas, toi? T'as eu une réponse positive? J'ai eu une réponse positive pour le SCP. T'as fait comment pour te dire est-ce que je prends le risque ou pas d'attendre l'ESSEC? C'est compliqué, c'est la ça. merde. Parce qu'il te demande à peu près 2500 € d'art. Ah. Donc là, ça commence à faire cher. Je me souviens plus ce qui s'est passé exactement. Je crois que dans mon souvenir, j'ai décliné. J'ai décliné en me disant, bon ben, bolzi, j'y vais, quoi. Et voilà, il fallait à un moment donné faire un choix. J'avais, moi, une appétence bien plus forte pour l'ESSEC. C'est là où j'ai eu, moi, le meilleur feeling dans les écoles au travers des discussions que j'ai eues, etc.
Et j'ai été pris sur dossier, à vrai dire, à l'ESCP, au SMIB et au programme Grande École de l'ESSEC. Et j'ai été refusé à HEC. Mon dossier a été refusé, je suis même pas allé aux entretiens. Tu l'as pris comment quand t'as appris que t'as été refusé chez HEC? Je sais que t'avais un vrai attrait pour l'ESSEC, mais est-ce que pour toi c'était... tu l'as vécu personnellement mal, ou tu l'avais accepté en te disant de toute façon c'était l'ESSEC ou rien? Non, à vrai dire, en fait, j'avais eu beaucoup de rumeurs en amont qui me disaient qu'il était inutile de candidater chez HEC parce que ils avaient des préférences assez spécifiques sur des personnes qui ne venaient pas de France, sur des profils très particuliers et sur surtout une exclusion de la grande majorité des pharmaciens dans leur master. Donc je m'y attendais énormément. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que HEC ne prenait plus du tout de pharma dans ses masters spécialisés. Et il y a un point que j'ai pas évoqué, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que je savais surtout, c'est que moi, je voulais pas faire de master en marketing, parce que je voulais pas faire du marketing. J'avais envie de faire d'autres choses que du market. On m'a toujours dit, pharma, marketing, c'est bouché, on trouve pas de CDI, il y a plein de difficultés, etc. Il y a des gens qui te disent que le marketing, c'est bullshit, donc ça veut dire que c'est un peu de la merde, que c'est pas une vraie science, que c'est en gros de la com et mettre des paillettes dans les yeux des gens. T'entends un peu de tout, et puis en même temps, tu sais pas vraiment ce que c'est que le marketing. Et bref, ce que je savais, moi, c'était que je ne voulais pas faire du marketing, je voulais faire tout le reste. Je voulais faire de la stratégie, je voulais faire du business development, je voulais faire tout ce qui n'était pas du marketing. C'était tout ça qui m'intéressait. Et donc, j'ai choisi mon master en fonction de ça. J'ai pris un master plutôt généraliste, qui était le SMIB. Un master qui m'a ouvert aussi l'esprit en me confrontant à d'autres nationalités, à l'anglais aussi, de façon quotidienne, et qui m'ouvrait un maximum de portes. Je voulais pas me cantonner à un master très précis, donc je voulais pas un master en marketing ou un master en market access. Je voulais quelque chose de plus ouvert que ça. C'est pour ça que j'ai choisi le SMIB. Voilà, je sais plus quelle était ta question, je suis désolé. Il n'y a pas de souci, donc tu t'es ouvert beaucoup de portes pour avoir beaucoup de possibilités ensuite, c'est ça? T'avais pas un poste en tête qui était prédéfini, tu t'es dit je m'ouvre un maximum de portes en ayant une formation entre guillemets assez généraliste à ce niveau-là, et est-ce que pour toi ensuite ça a payé ou pas? Alors, je vais juste reboucler sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport Oui, vas-y. au projet professionnel. Tout le monde te demande un projet professionnel. La réalité là-dessus, à nouveau, ton projet pro, tu dois savoir le vendre et tu dois savoir l'incarner. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. J'ai présenté un projet pro à l'époque à mes responsables de filière. J'ai présenté peut-être un autre projet pro à l'ESSEC. Peut-être encore un autre à l'ESCP. Parce que je leur disais à chaque fois que j'avais besoin de leur master et seulement de leur master pour réussir mon projet pro. Qu'il soit vrai, qu'il soit faux, à la limite, tout le monde s'en fout. Ce qu'on te demande, c'est de savoir le vendre, de savoir l'incarner, et que quand on te rencontre et que tu pitches ton projet pro, à la sortie, tout le monde doit se dire, ce gars-là, c'est sûr, dans 10 ans, il a atteint son projet pro. Le mec, et c'est exactement où il va, ce qu'il veut faire, et comment il va le faire. Quand j'ai intégré l'ESSEC, j'ai parlé d'un projet pro qui était de rejoindre une banque d'investissement ou de faire de la M&A, je sais même plus, l'un ou l'autre. Mais je te jure que dans mon dossier, il y avait que ça. Pourquoi l'ESSEC? Parce que ça va me permettre de faire de la M&A. Pourquoi ce master? Parce que ça va me permettre de faire de la M&A. Pourquoi la M&A? Parce que j'ai ça qui me donne envie de faire de la M&A. La M&A, je veux en faire dans ce pays, dans cette entreprise. Je me vois à ce poste à la sortie de l'ESSEC, à ce poste 3 ans après, à ce poste 5 ans après. J'ai intégré l'ESSEC. Au bout de 2 mois, je ne voulais plus du tout faire de M&A. Personne est venu m'embêter. Personne est venu me dire c'est pas ce que tu avais mis dans ton dossier. Mais au moment où je l'ai pitché, je l'ai incarné à fond. Et ça c'est un conseil que je peux donner aux étudiants de la fac probablement quand ils défendent leur dossier pour l'industrie ou quand ils vont en école de commerce pour pitcher leur projet pro. On s'en fout de votre projet pro. Ce qui est important, c'est de l'habiter, c'est de l'incarner et de savoir le défendre, coûte que coûte. C'est ça qui est le plus important. Donc choisissez un projet pro, peu importe ce qu'il est. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas choisir de projet pro réel. Et c'est pour ça que je voulais un master plus généraliste. Et c'est pour ça que je voulais pas me fermer de porte. Quand j'ai intégré l'ESSEC, j'ai découvert des milliers de possibilités. J'ai découvert des jobs dont j'avais jamais entendu parler, des thématiques sur lesquelles bosser dont j'imaginais même pas l'existence. Et évidemment qu'on change 100 fois d'idée de projet pro quand on t'ouvre aussi l'esprit de cette façon-là. Tu payes entre guillemets pour ça, tu les rejoins aussi pour ça, et c'est ce que j'étais venu chercher.
et je suis ressorti avec quelque chose de totalement différent que ce que j'avais pu imaginer au début. C'est ainsi que se termine la première partie de notre conversation avec Émile. Aujourd'hui, nous avons abordé des sujets passionnants. Comment Émile a obtenu son Master 2 à l'ESSEC en parallèle de sa 6e année de pharmacie et les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix, une expérience enrichissante qui a profondément marqué son parcours académique et professionnel. Dans la seconde partie de cet épisode, nous irons encore plus loin. Émile partagera avec nous son impressionnant parcours professionnel et nous parlera de son poste actuel de directeur régional chez Abbott. Alors restez à l'écoute, la suite promet d'être tout aussi captivante. Merci d'avoir écouté ce premier volet et à très bientôt pour la suite.